Nos premiers pas dans le cosmos ont été des sauts dans l'inconnu. Bien sûr, le chrono tourne. On est en route. Depuis, nous avons accompli d'immenses progrès. Mais l'espace reste l'environnement le plus hostile qui soit. Houston, on a un problème. Pourtant, l'exploration spatiale pourrait bien nous sauver. Il est absolument certain qu'un jour, notre planète deviendra inhabitable. Nous devrons alors trouver une autre Terre. L'humanité a le choix entre rester assise à ne rien faire et devenir la victime de la prochaine extinction de masse ou préserver son espèce ailleurs. Ce n'est pas de la science-fiction. La NASA travaille à notre départ pour les immensités spatiales. Mais il reste un obstacle majeur. Il faut compter avec la fragilité du corps humain lors des voyages interplanétaires. Notre ingéniosité peut-elle nous permettre de dépasser les limites de notre corps? La NASA a entrepris de relever le défi. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it. Aller sur Mars n'est pas une mince affaire. C'est une odyssée de 56 millions de kilomètres quand les deux planètes sont au plus proches, dans un environnement capable de tuer un être humain en quelques secondes. Nous sommes capables de construire des machines pour aller sur d'autres planètes. Mais la plus fragile des machines, c'est le corps humain. L'espace est un vide infini. Pas de vie, pas d'atmosphère et des rayonnements mortels. Aller sur Mars sera l'aventure la plus dangereuse jamais tentée par l'homme. Lorsque le président Kennedy a lancé son défi, nous n'avions jamais été en orbite. Et 8 ans plus tard, nous avons marché sur la Lune. Le prix du progrès, c'est la prise de risque. Parcourir les 384 000 kilomètres qui nous séparent de la Lune était un exploit. À son apogée, Mars est 100 fois plus éloigné de nous. Pour qu'un homme l'atteigne, il faudra effectuer un prodigieux saut technologique. L'équipage devra passer 3 ans en micro-apesanteur et en supporter les effets. Mal de l'espace, radiation, atrophie musculaire, fragilisation des os. Il affrontera ensuite une rentrée tourmentée dans l'atmosphère martienne. Avant de se poser sur un sol balayé par de violentes tempêtes. Sur place, ces hommes devront apprendre à vivre dans un monde où les repères terrestres n'ont plus cours. S'adapter à l'apesanteur est essentiel pour survivre dans l'espace. Il faut apprendre à bouger pour atteindre l'endroit voulu. Par exemple, si vous voulez faire un trou avec une perceuse, il faut que vos pieds soient bien arrimés, sinon c'est vous qui allez tourner au lieu de la mèche. Nos premiers objectifs semblaient modestes. Ils se sont révélés beaucoup plus difficiles à atteindre que prévu. Décollage. Programme de rotation. En 1965, la NASA choisit Ed White pour entrer dans l'histoire. Tandis que Gemini 4 orbite autour de la Terre, l'astronaute attend le feu vert pour sauter dans le vide. L'objectif était de sortir de la capsule et d'y revenir, sans mourir dans la manœuvre. Il a flotté dans l'espace suspendu à sa corde. Cette première sortie dans l'espace est presque un acte de foi. Les concepteurs ont fait le pari que la corde tiendra, que l'alimentation en oxygène fonctionnera, et que chaque partie de sa combinaison spatiale, chaque épaisseur, chaque joint, permettra à Ed White de revenir sain et sauf. En cas de défaillance d'un seul de ces éléments, il perdra connaissance dans les 15 secondes. Et en moins d'1 minute, ses fluides corporels entreront en ébullition. Les combinaisons spatiales de Gemini étaient une première incursion sur la voie des sorties extravéhiculaires. Elles ont été conçues pour protéger du rayonnement et des grandes variations de température. Cette protection encombrante pèse 15 kilos. Une fois gonflée, la combinaison Gemini était bloquée dans une position. Pour bouger le bras, il fallait plier cette sorte de tube dont il était prisonnier. Je reviens vers le vaisseau. Cette sortie enivrante a duré 20 minutes. La combinaison d'Ed White a tenu. La vue est merveilleuse. Je ne me
suis jamais sorti aussi bien. Dès lors, la NASA pense avoir résolu la question des sorties spatiales. On en a conclu que les sorties spatiales étaient tout à fait naturelles et que l'équipage s'y adaptait très facilement. Si les astronautes sortent, ce n'est pas pour flotter, mais pour travailler. Alors on leur confie des tâches simples à effectuer, histoire de repousser les limites du possible. Mais c'est l'espace qui les repousse. Pendant sa sortie, Gene Cernan surcompensait ses mouvements. Il s'agitait dans cet environnement dénué de pesanteur et n'arrivait pas à atteindre les endroits voulus. Et il a failli perdre connaissance. Au cours des 18 mois qui suivent, 2 autres sorties échouent. Chaque fois que quelqu'un sortait, il se battait contre l'extérieur. Et quand il essayait de revenir vers le vaisseau, on avait l'impression que l'espace le rejetait. On avait oublié la 3e loi de Newton. Toute action implique une réaction opposée de force égale. Autrement dit, chaque fois qu'un astronaute touche quelque chose, l'objet le renvoie dans la direction opposée. La solution, c'est de s'entraîner sous l'eau. Le jeune astronaute Buzz Aldrin fait le plongeon. Buzz Aldrin a enfilé sa combinaison. On a fixé des poids autour de sa taille pour créer une flottabilité neutre et on a fabriqué une série de prises de mains et de pieds sur la réplique du vaisseau. Ensuite, il s'est exercé à travailler dans cet environnement jusqu'à ce qu'il soit à l'aise. 11 novembre 1966, mission Gemini 12. Buzz Aldrin va tenter la dernière sortie du programme. L'astronaute est sous pression. S'il échoue, il sera impossible de marcher sur la Lune avant la fin de la décennie. Mais grâce à son entraînement intensif en flottabilité neutre, il maîtrise ses déplacements dans cet étrange environnement. Je devais effectuer de petites tâches toutes simples. Attraper ceci, visser cela. Dans l'espace, les gestes doivent être lents et progressifs. Il faut faire de petits mouvements, exercer des pressions légères. J'avais beaucoup de choses à faire. Mais elles étaient si basiques que je n'ai pas eu de mal à terminer. Un nouvel obstacle vient d'être franchi. Depuis, tous les astronautes de la NASA s'entraînent dans la piscine du laboratoire de flottabilité neutre. On a suivi un très bon entraînement, la simulation d'une sortie qui va avoir lieu dans l'espace. On va transmettre ce qu'on a fait à l'équipage qui est en orbite, et dans une semaine ou 2, il sortira réparer la station spatiale. Mike Fink est l'une des 200 personnes à avoir flotté dans l'espace. On peut s'entraîner pour la mission, mais rien ne peut préparer à ce qu'on ressent en apesanteur. Le corps bouge tout seul, tous les fluides corporels montent à la tête, le visage enfle, et pourtant c'est exaltant parce qu'on est dans l'espace, au-dessus de la Terre. En 50 ans, les arpenteurs de l'espace ont accompli des merveilles. Ils ont réparé le télescope Hubble et bâti la Station spatiale internationale, l'ISS. Mais ces missions ont été accomplies lors de plusieurs sorties extravéhiculaires de quelques heures chacune. Un voyage de 9 mois vers Mars est un vrai saut dans l'inconnu. Notre corps n'est pas fait pour vivre et encore moins travailler dans cet environnement incroyablement hostile. Comment savoir si nous pouvons résister à un tel voyage ? En 1973, la NASA a commencé à étudier l'impact de missions à long terme sur le corps humain. On n'était pas sûr qu'après un long séjour dans l'espace, un homme puisse survivre à son retour sur Terre. Pour le savoir, il faut d'abord donner plus de confort aux astronautes. La NASA recycle une fusée Saturn V pour construire Skylab, la première station spatiale américaine. L'étage supérieur de Saturn V était aménagé en un vaste logement, du moins selon les standards spatiaux. Le premier équipage, Skylab 2, décolle le 25 mai 1973. Les astronautes passent 28 jours dans l'espace, le double du précédent record américain. Skylab 3 reste 59 jours en orbite. Enfin, le 16 novembre 1973, l'équipage de Skylab 4 approche de la station spatiale. Sa mission, passer plus de 80 jours à bord. La station faisait la taille d'un appartement de 4 pièces, mais on se déplaçait dans les 3 dimensions, pas seulement au sol. En apesanteur, la salle devenait soudain plus spacieuse, psychologiquement et physiquement. Skylab était immense. Gerald Carr a commandé la mission Skylab 4. Devant la réplique du Musée national de l'air et de l'espace,
il se souvient de ce séjour. C'est autour de cette table qu'on prenait nos repas. Lors de ma mission, on mangeait toujours tous ensemble. Grâce au congélateur de la station, l'équipage concocte l'équivalent spatial de bons petits plats. On avait 3 types de nourriture. Des aliments congelés comme des glaces, du filet de bœuf, du homard à l'américaine, du rôti de porc en sauce. Le deuxième type de nourriture, c'était des aliments lyophilisés, le genre de plat qu'on achète pour le camping. Le troisième, c'était des boîtes de conserve. La NASA avait un terme ronflant, elle appelait ça des produits thermostabilisés. Mais c'était de bonnes vieilles conserves, c'était notre apport en fruits. La salle de bain était là. Comme vous le voyez, le concepteur de ces toilettes était un sacré sadique. Pour s'asseoir sur le siège, il fallait se suspendre au mur comme une chauve-souris. Il y avait même une ceinture pour s'attacher. En plus d'être à la merci d'ingénieurs à l'humour douteux, les équipages des Skylab sont des cobayes humains. Au sol, les médecins suivent attentivement les effets de l'apesanteur sur leur santé. Quand un être humain est placé en apesanteur, il se produit une modification des flux corporels. Dans la glace, vous voyez une tête de citrouille, un gros visage rouge avec des orbites injectées de sang. Vos artères et votre cœur continuent de vouloir compenser la gravité et font remonter le sang vers la tête. Heureusement, ce problème disparaît au bout de quelques jours. En revanche, le tonus musculaire se détériore rapidement. On ne fait pas d'efforts comme sur Terre. On perd de la masse musculaire, surtout au niveau des jambes. Plus grave, le cœur ne travaille pas autant qu'au sol et sa taille se réduit peu à peu. Des exercices rudimentaires permettent d'entretenir un peu les muscles. Mais les premiers équipages des missions Skylab perdent 20% de leur masse musculaire en quelques semaines. Alors la NASA demande aux suivants de faire 1h30 de sport par jour. Voilà notre vélo d'appartement. On avait enlevé la selle qui nous gênait. On avait placé quelques serviettes au plafond et on pouvait se tenir debout sur le vélo, le squelette complètement étiré, au lieu de juste tendre les jambes. C'était un vrai plaisir. D'abord parce que j'adorais faire de l'exercice, mais aussi parce que ça faisait refluer le sang du haut du corps vers le bas, ce qui éclaircissait la tête. En plus des exercices, l'emploi du temps des astronautes est minuté. Cette activité intense mine leur morale. Le problème atteint son paroxysme avec Skylab 4. Quand on embarque pour un séjour spatial de longue durée, en premier lieu, il faut un travail intéressant qui stimule vos facultés intellectuelles. Et en second lieu, on doit avoir un minimum de temps libre. Les journées de Skylab se déroulent à une cadence infernale, calquée sur un séjour de 24 heures. Au programme, une foule d'expériences médicales et astronomiques et plusieurs sorties extravéhiculaires. On avait trop de choses à faire. Quand on ne peut pas prendre le temps de s'appliquer, on se trompe fatalement. On a fait des erreurs dès le début de la mission. Faites l'expérience. Fixez-vous une tâche à faire toutes les 5 minutes pendant une journée. C'est très difficile de suivre le rythme. On était sous pression, on devait travailler trop vite. Cette situation a engendré des problèmes psychologiques, comme la phobie de l'échec. L'équipage avait certainement une charge de travail très lourde. Depuis le centre de contrôle, il était difficile de se rendre compte de ce qu'ils ressentaient là-haut. Au bout d'un mois, les médias ont vent des problèmes rencontrés par Skylab 4. Selon certains rapports, cet équipage serait moins enthousiaste que les précédents. Vous avez un commentaire? Oui, ce sont vos rapports, pas les nôtres. Cet équipage est très enthousiaste, on n'a aucun problème avec lui. En réalité, l'incompréhension entre le contrôle au sol et Skylab va déboucher sur ce qu'on a appelé la première mutinerie de l'espace. J'ai dit au sol qu'on allait prendre notre dimanche. On a fait une pause d'une journée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a oublié de reconfigurer nos radios et le contrôle nous a appelés. Skylab ici, Houston via Corpus Christi, Merritt Island et Bermude, pendant 41 minutes et 30 secondes, à vous. On n'a pas répondu. Ils ont dû envoyer un signal d'urgence pour attirer notre attention et rétablir le contact. D'accord, merci Skylab 4. Ok, à plus tard. Ils ont qualifié ça de grève de l'espace. C'est idiot. Ça ne peut plus durer ainsi. Finalement, au bout d'une quarantaine de jours, on est passé au-dessus d'un relais américain pendant 14 minutes. On a expliqué au sol ce qu'on n'appréciait pas.
Je pense qu'un équipage ou toute personne qui fait de longues journées de travail a besoin d'un temps de pause en fin de journée pour se détendre et faire le point afin de se préparer à aborder les activités du lendemain. Au relais suivant, c'était à eux de se plaindre de nous. On a réussi à mettre en place une meilleure façon de travailler. Tout le monde en a tiré profit, pas seulement nous, mais tous les équipages et missions qui ont suivi. Désormais, dans les stations spatiales, l'emploi du temps est beaucoup plus souple. Et le moral et la productivité des équipages sont bien meilleurs. Nous étions beaucoup plus détendus et productifs. Cet événement a été cité dans des revues de management. On a donné cette histoire en exemple pour démontrer qu'il est contre-performant de surcharger ses collaborateurs de travail. Le 8 février 1974, Gerald Carr, Ed Gibson et William Pogg reviennent sur Terre. Ils ont passé 84 jours, 1 heure et 16 minutes en orbite. Certains ont dit qu'on était en meilleure forme à notre retour qu'au départ. Skylab a été un programme très riche. On a appris à faire de l'exercice dans l'espace, à se nourrir. Tous les éléments de base nécessaires à un long séjour dans le cosmos. Ça a été un véritable tournant. Skylab a aussi donné lieu à des innovations surprenantes sur Terre. Le lait maternisé, par exemple. Il contient aujourd'hui un nutriment identifié par la NASA pour les missions spatiales de longue durée. Les missions Skylab ont aussi souligné l'importance des relations de travail entre l'équipage et le contrôle au sol. Pendant les missions de longue durée, il y a des hauts et des bas. Il arrive que les astronautes et les équipes au sol s'accrochent un peu. Mais ils savent bien qu'il faut travailler ensemble, en professionnel, et ils passent à autre chose. Collaborer à une telle distance est toujours un défi. Mais en cas de crise majeure, il est vital d'avoir une bonne dynamique d'équipe. 14 avril 1970, Fred Hayes, Jack Swigert et James Lovell, un vétéran qui a 3 missions à son actif, sont à bord d'Apollo 13. Ils ont quitté la Terre 2 jours plus tôt pour tenter un 3e alunissage. À 380 000 km de la Terre, l'équipage se prépare à dormir. Avant cela, Houston a une dernière requête de routine pour les astronautes. On a une checklist de 5 pages. On arrive au dernier élément de la liste. Est-ce que nous demandons un brassage des réservoirs? Ce brassage permet d'uniformiser les réservoirs d'oxygène pour que la salle de contrôle puisse vérifier leur niveau. Jack Swigert a lancé le brassage. J'ai entendu une explosion. Et dans le tunnel, j'ai vu le métal des parois se froisser. Les ampoules se sont mises à clignoter. Alors, j'ai regardé Fred pour voir s'il avait une explication, mais il ne savait rien. Les écrans d'alerte indiquent une défaillance du système électrique. D'autres lumières se mettent à clignoter. 2 des 3 piles à combustible sont hors service. Au centre de contrôle, on pense qu'il s'agit d'un simple problème informatique. Mais James Lovell rappelle. Je regarde par le hublot et j'ai l'impression qu'on évacue quelque chose. On évacue quelque chose dans l'espace. On était entouré d'une mer de débris. Certains d'entre eux étaient des objets brillants qui sortaient de l'évacuation du vaisseau. De près, on aurait dit des pop-corn. En réalité, il s'agit de paillettes d'oxygène gelées qui s'échappent de leurs réserves. À ce moment-là, tout le monde a su que leur vie était en jeu. L'atmosphère a changé du tout au tout. Le centre de contrôle fait face à son plus grand défi. Désormais, la vie de l'équipage est entre ses mains. Il faut résoudre le problème, pas empirer les choses avec des hypothèses. Les réserves d'air et d'énergie du module de commande diminuent rapidement. La première des priorités est de ne rien faire qui mette en danger la pile combustible numéro 2. Le seul espoir des astronautes est de s'installer dans le module lunaire. Il dispose de sa propre réserve d'air et d'énergie. Ce sera le canot de sauvetage d'Apollo 13. Le module lunaire avait été conçu pour fonctionner pendant 45 heures. On était à 90 heures de la Terre. Le centre de contrôle doit trouver le moyen de les ramener sur Terre. Il fallait qu'ils fassent demi-tour et qu'ils reviennent. Mais il est vite devenu clair qu'ils n'avaient pas assez d'énergie pour virer de bord. Il existe une autre possibilité.
aller jusqu'à la Lune, en faire le tour et utiliser sa force gravitationnelle pour propulser Apollo 13 vers la Terre. 77 heures après son décollage, Apollo 13 passe dans la face cachée de la Lune et disparaît. Pendant 45 minutes, le contact radio est coupé. Le suspense tient le monde en haleine. Des gens du monde entier se sont passionnés pour cette histoire. Même l'Union soviétique, qui était notre rival dans la course à l'espace et encore notre ennemi, nous a offert son aide. À bord, pour économiser l'énergie au maximum, on coupe tous les systèmes, y compris celui de navigation et de guidage. Mais rapidement, un nouveau problème surgit. Le dioxyde de carbone libéré par les 3 astronautes dans le minuscule module lunaire. Les réserves du LEM étaient limitées. Elles avaient été conçues pour alimenter 2 personnes en oxygène pendant 2 jours. Là, il y avait 3 personnes et 5 jours de voyage. Le taux de dioxyde de carbone grimpait. Le module de commande dispose de filtres pour purifier l'air, mais ils sont carrés, alors que ceux du module lunaire sont ronds. Le centre de contrôle doit trouver une solution. Les ingénieurs ont bricolé un adaptateur pour connecter les filtres carrés à un appareil rond. Ils l'ont testé et ont dicté les instructions de fabrication à l'équipage. Ils ont fabriqué cet adaptateur avec de l'adhésif, un bout de carton, un bout de plastique et une vieille chaussette. En quelques minutes, le taux de dioxyde de carbone s'est mis à baisser. Grâce à la réactivité et l'inventivité du centre de contrôle, le pire a été évité. Mais une dernière épreuve attend l'équipage, la rentrée dans l'atmosphère. Notre inquiétude, c'était que l'explosion ait fissuré le bouclier thermique du module de commande. Lors de la rentrée, la capsule va être exposée à des températures proches de celles de la surface du Soleil. En cas de fissure, la chaleur allait s'infiltrer et griller tout l'intérieur du module. Il était impossible d'y survivre. L'air qui entoure le vaisseau est ionisé. Le contact radio est coupé pendant 3 minutes. Mon Capcom répétait « Odyssey Houston en stand-by ». Pas de réponse. On a appelé encore et encore. L'attente dure désormais depuis 4 minutes. On commençait à perdre espoir. Tous les contrôleurs fixaient les horloges et se demandaient ce qui avait pu leur arriver. Odyssey Houston, standing by, over. Okay, go. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. C'était un tel soulagement que tous les contrôleurs se sont mis à pleurer. C'était très embarrassant. On a touché la surface et j'ai vu l'eau éclabousser le hublot. On n'a pas coulé dans l'océan. Là, j'ai su qu'on était sauvés. Quand ils ont atterri, la salle entière a explosé de joie. On a sorti les cigares, agité nos drapeaux. On était tous tellement heureux. L'épreuve d'Apollo 13 prouve une fois de plus que l'espace ne tolère aucune erreur. Apollo 13 a montré que la défaillance d'un minuscule fil pouvait conduire à la tragédie. Le travail d'équipe et les compétences du centre de contrôle ont sauvé la mission. Il faut des hommes au sol pour diriger les astronautes dans l'espace. L'équipage était bien entraîné. C'était des experts en pilotage, mais ils ne pouvaient pas résoudre le problème seuls. La chance d'Apollo, c'est que l'équipage était tout prêt. Vous dites « Bonjour Houston » et vous avez une réponse pratiquement dans la zone. Si vous êtes près de Mars et que vous avez un problème, vous êtes seul. 56 millions de kilomètres séparent Mars de la Terre lorsque les 2 planètes sont du même côté du Soleil. Le vaisseau devra être robuste et l'équipage prêt à tout affronter. La mission durera plusieurs années. Il suffit d'1 seconde pour qu'une catastrophe survienne. La Station spatiale internationale permet de préparer l'homme et la machine à cette odyssée. La station internationale fait office de soufflerie en orbite basse pour tester des technologies qui nous permettront d'aller plus loin dans l'espace.
On travaille énormément sur les systèmes de support vie. Ce sont des machines qui peuvent filtrer le CO2, faire circuler l'air, gérer l'alimentation électrique au plus près. Ces systèmes doivent être extrêmement fiables quand on quitte la Terre pour un voyage de plusieurs années. L'objectif est d'utiliser aussi peu de ressources que possible et de créer un système en circuit fermé. Pour le tester dans l'espace, l'ISS est le banc d'essai idéal. Le système de support vie de l'ISS retraite la transpiration et les urines pour en faire de l'eau potable. Cette technologie a inspiré un système de filtration utilisé partout dans le monde. Mike Lopez Alegria peut se porter garant du système de support vie. Il a passé 215 jours à bord de l'ISS, un record côté américain. On m'a demandé si ça ne m'a pas rendu fou de passer cette nuit là-haut. Mais quand on est dans la station spatiale, on ne vit pas les choses comme ça. On est toujours occupé. Le temps est passé très vite. Le record du plus long vol spatial humain est détenu par un cosmonaute russe, Valery Polyakov. Entre 1994 et 1995, il est resté 14 mois à bord de la station Mir. Aucun effet à long terme sur sa santé n'a été détecté. J'ai assisté au retour de Polyakov sur Terre. Je n'aurais jamais deviné qu'il venait de passer autant de temps dans l'espace. Il n'éprouvait aucune difficulté à marcher et à parler. Et il avait une mine superbe. Mais ces records ont été établis en orbite basse. Lors d'un voyage vers Mars, les astronautes seront soumis à une menace invisible, mais bien réelle. Les radiations. Les rayons cosmiques et les particules émises lors des éruptions solaires forment un cocktail mortel. Une exposition intense, même brève, peut donner la fièvre des radiations comme on l'a vu au Japon avec la bombe atomique. À long terme, même un faible taux de radiation peut provoquer des cancers. Il faut trouver le moyen de se protéger du rayonnement. En orbite, ce rayonnement est beaucoup moins dangereux. Le champ magnétique terrestre nous protège. Il est très épais et assez puissant pour dévier les rayons. Mais dès qu'on le quitte, on est exposé à ce flux continu et on est irradié. Lors d'un aller-retour sur Mars, les astronautes recevraient jusqu'à 6 fois plus de radiation qu'au cours de toute leur vie sur Terre. Il existe des solutions. Par exemple, faire coïncider la mission avec une période de faible activité solaire. Le rayonnement cosmique est constant. Il provient de toutes les étoiles de notre galaxie. En revanche, celui du Soleil varie. Si on planifie la mission au bon moment, on peut réduire le taux d'exposition de moitié. Les médicaments peuvent aussi réduire l'effet des rayonnements. Deuxième possibilité, les contre-mesures biologiques. Elles améliorent la capacité du corps à réparer les dégâts génétiques. Le vaisseau pourrait aussi être enveloppé d'une couche protectrice d'eau ou d'hydrogène liquide. On sait faire ce genre de choses. Le problème, c'est le poids. Dans l'espace, on cherche à le réduire au maximum. Le défi est donc de trouver des solutions légères et durables. Une fois sur place, la fine atmosphère de Mars sera un petit rempart contre le rayonnement. Mais avant d'être une protection, c'est un obstacle pour les vaisseaux en approche. Elle est secouée de violentes tempêtes de poussière. Les 2 tiers des sondes se sont désintégrées avant de se poser. Le premier équipage humain devra défier les lois de la probabilité. En cas de succès, sa capacité de survie sera mise à l'épreuve. Première étape, installer un camp pour 18 mois. Voici une réplique du Deep Space Habitat. Elle permet de simuler des missions dans l'espace interplanétaire au-delà de l'orbite lunaire. Par exemple vers un astéroïde ou vers Mars. Toutes les missions de plus de 6 mois. Cette station protège contre des variations de température de 250 degrés et une atmosphère toxique composée à 95% de dioxyde de carbone. En cas de problème, l'équipage sera livré à lui-même. Il faut donc tout prévoir. L'un de nos grands problèmes, c'est le délai de réponse. Sur Mars, on est environ à 20 minutes-lumière de la Terre. Quand vous envoyez un message, la base ne le reçoit que 20 minutes plus tard. Le temps qu'elle réponde, il s'est écoulé 40 minutes. Sur la Station spatiale internationale, les communications audio et vidéo sont en temps réel. Comment faire quand on est à des millions de kilomètres? On travaille actuellement sur ce problème. Les 7 rovers déjà présents sur Mars sont de merveilleux petits explorateurs. Ils nous ont transmis de fabuleuses images et des données précieuses. Mais les secrets de Mars restent enfouis dans son sol.
Pour trouver des réponses, il faut creuser. Or, fouiller par l'intermédiaire d'un robot n'est pas chose facile. La présence de géologues sur place serait beaucoup plus fructueuse. Si on part explorer Mars, c'est évidemment dans un but scientifique. On dispose ici d'une station de travail dédiée. La station est équipée de 3 tubes sous vide pour entreposer les minéraux. Le but, c'est de décider quelles pierres valent la peine d'être rapportées sur Terre. Chaque kilogramme transporté coûte près de 75 000 €. On ne peut pas rapporter une tonne de cailloux. On va donc les analyser ici pour les trier. Grâce à ces caméras, un géologue sur Terre peut donner son avis sur l'intérêt de telle ou telle pierre. Ici, nous avons une table d'opération. On dispose d'un appareil à ultrasons qui permet d'effectuer des diagnostics médicaux en orbite. On peut regarder à l'intérieur d'un corps sans l'inciser, par exemple pour trouver des tumeurs. Ensuite, cette information est envoyée sur Terre et des chirurgiens l'utilisent pour poser leur diagnostic. Tout ce dont les astronautes pourraient avoir besoin doit tenir dans cet habitacle de 5 mètres de diamètre. Dans l'espace, si quelque chose se casse, on ne peut pas aller au magasin pour le remplacer. Et on ne peut pas emporter tout en double ou en triple exemplaire, car chaque gramme de matériel compte. À l'inverse, il ne faut pas prendre un gramme de moins que nécessaire, sous peine de faire échouer la mission. On doit donc tout calculer au plus juste. Décollage, décollage, décollage à 9h34, heure de l'Est. Ce calcul, la NASA l'a déjà fait il y a plus de 40 ans. Jusqu'à présent, les missions Apollo 15, 16 et 17, les fameuses missions J, demeurent le seul exemple de séjour sur un autre corps céleste que la Terre. Les équipages sont restés 2 à 3 jours sur la Lune pour recueillir des données géologiques. C'était un vrai plaisir de travailler sur les missions J. Chaque seconde passée sur la Lune, ou à proximité, a été exploitée pour accomplir quelque chose d'utile. Des années de formation intensive ont fait des pilotes d'essai des géologues avertis. Quand je suis arrivé à la NASA, je savais distinguer une pierre d'une motte de terre. Mais au moment d'Apollo 16, j'avais 6 années de formation derrière moi. J'étais devenu un assez bon géologue de terrain. L'emploi du temps de l'équipage est chargé. On avait divisé nos 72 heures de présence en 3 tranches de 24 heures. C'était comme aller travailler sur Terre. On passait 8 heures dehors. Pour tromper notre faim, on avait juste une petite barre sucrée fixée dans le masque qu'on pouvait grignoter. Quand on rentrait dans le module, on enlevait nos combinaisons, on mangeait, on suspendait nos hamacs et on se couchait. Les astronautes des missions J explorent un terrain accidenté. Leur combinaison spatiale doit être robuste. Mais il faut aussi qu'elle soit assez souple pour qu'ils puissent se mouvoir et recueillir des échantillons. Voici la combinaison du commandant David Scott lors de la mission Apollo 15. Elle est très sale, mais c'est de la belle saleté. C'est de la poussière de lune. Cette combinaison était faite pour permettre aux astronautes de s'agenouiller sur le sol et de se déplacer assez facilement et en souplesse. Les combinaisons pèsent plus de 70 kg, mais l'attraction lunaire est 6 fois moins forte que la gravité terrestre. Les astronautes ont donc l'impression de porter une quinzaine de kilos. Quand on visionne les films des astronautes d'Apollo sur la Lune, on les voit faire des petits sauts. En fait, ils étaient obligés d'avancer par petits pas pour empêcher cette lourde masse d'aller trop vite. Il ne fallait pas perdre le contrôle de la combinaison. On pouvait facilement perdre l'équilibre sur la Lune, parce que le sac à dos qui contenait le système de survie pesait plus lourd que moi. Mais j'ai trouvé ces combinaisons très confortables. Si la Lune est un gros caillou dans l'espace, Mars a une atmosphère et des saisons. Sur Mars, il y a régulièrement des tempêtes de poussière et la planète connaît des variations saisonnières. La combinaison martienne devra être très bien étudiée. Pour faire un petit pas sur le sol de Mars, il faudra faire un bond de géant dans la conception des combinaisons. Un laboratoire de la NASA met actuellement au point le vêtement spatial du XXIe siècle. La priorité est de fabriquer des combinaisons aussi pratiques que possible, parce que nos astronautes devront effectuer des tâches complexes dans un environnement très difficile. Fin 2012, la NASA a dévoilé son nouveau costume spatial, le premier depuis 20 ans. Il a été pensé pour faciliter le travail des astronautes.
Voici le prototype de la combinaison Z1. Elle permet une grande mobilité du bas du corps. Elle comprend plusieurs joints avec roulement à billes, ici au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse et enfin ici à la cheville. Les bottes sont très différentes des précédentes, elles ressemblent davantage à des chaussures de randonnée. Il y a un dispositif qui permet de les serrer ou les desserrer facilement. Et elles ont de bonnes semelles pour les terrains difficiles. Le nouveau casque offre un champ de vision élargi. Il est incliné et se compose d'une bulle hémisphérique, permet de mieux voir au sol. Ces bandes scratch correspondent à l'endroit où l'on pense placer les commandes de contrôle, mais on va faire en sorte que ce soit plat pour ne pas gêner la vision vers le bas. Une combinaison adaptée est indispensable. Mais avoir des roues, c'est encore mieux. Le rover était une idée géniale. Il a complètement révolutionné l'exploration lunaire. Le rover lunaire est un roadster biplace. Sa vitesse maximale est de 18 km/h. C'est un précieux passager clandestin. L'ingéniosité qu'ils ont déployée pour plier cet engin et le stocker dans l'une des baies du module lunaire était impressionnante. C'était un véhicule formidable. Chacune des roues était équipée d'un moteur électrique. Les pneus étaient un peu bizarres. En fait, c'était un treillis métallique. J'ai été un peu surpris la première fois que je les ai vus, mais ils se remplissaient de poussière et ça donnait au rover une énorme traction. Il grimpait des pentes à 25 degrés. On grimpe dur. Lors de la mission Apollo 16, Charlie Duke et John Young passent 3 jours à rouler sur la Lune. La journée va être belle, Charlie. John ne voulait pas me laisser conduire. Moi, j'étais le navigateur. J'avais les cartes et je devais nous emmener du point A au point B, qui n'était souvent qu'à 3 km. On s'amusait bien. On a fait un genre de course automobile. J'avais une caméra et j'ai dit à John, « Allez, fais-moi un virage serré. » Il ne voulait pas, mais il a fini par céder. Alors ça, c'est du virage. En tout, ils ont parcouru 27 km et récolté 97 kg de roches lunaires. Le rover lunaire a permis à l'équipage d'élargir son champ d'action. Bien plus qu'à pied avec une simple combinaison spatiale. C'est un peu comme les premiers explorateurs aux États-Unis. Ils marchaient et tout à coup ils sont tombés sur une rivière. Alors ils ont continué d'avancer en canoë. L'idée est d'étendre son champ d'exploration. Sur Mars, les astronautes auront aussi besoin d'un véhicule adapté. La NASA travaille sur un engin beaucoup plus sophistiqué que le rover d'Apollo. Voici donc notre véhicule pour l'exploration de l'espace. La grande nouveauté, c'est d'abord la cabine pressurisée. Une fois à l'intérieur, on peut explorer la planète en bras de chemise. Une cabine pressurisée permet de faire des sorties à durée variable, d'une seule journée à 15 jours d'affilée. Et elle offre une bien meilleure vision de la surface. Deuxième innovation, le rover peut se mouvoir dans toutes les directions. Il peut effectuer une rotation continue. Chaque roue tourne à 360 degrés. On a surnommé ce concept la conduite en crabe. Il peut ainsi s'arrimer à d'autres modules, comme la capsule d'habitation. Mais ce qui distingue radicalement des autres ce rover nouvelle génération se trouve à l'arrière. C'est un concept vraiment nouveau, on appelle ça un suit port, un sas combinaison si vous voulez. Avec ce dispositif, les combinaisons n'entrent jamais dans le véhicule. Les astronautes se glissent à l'intérieur depuis le rover, harnachent leur sac à dos et se détachent. On peut ainsi éviter les problèmes rencontrés sur les missions Apollo. La poussière de la Lune est si fine qu'elle pénètre dans la combinaison, dans les bottes. Ça colle aux mains et on ne peut pas s'en débarrasser. On en ramenait à chaque fois à l'intérieur, il y en avait partout. La poussière pénètre dans les poumons et endommage aussi les instruments. Les nouvelles combinaisons resteront aussi pressurisées. Un gain de temps précieux. Imaginons qu'en roulant, un astronaute aperçoive quelque chose d'inattendu. S'il lui faut 4 à 6 heures pour mettre la main dessus et prélever un échantillon, sa journée est perdue. En revanche, s'il peut sortir et rentrer en 15 minutes, il peut respecter son emploi du temps. Explorer creuse l'appétit. L'alimentation des astronautes est un champ de recherche relativement récent. Lorsque les missions étaient courtes, la nourriture était vraiment le cadet des soucis des astronautes.
Ils voyaient ça comme un séjour de camping, où on mange ce qu'on trouve et peu importe ce que c'est. Par contre, à bord de la Station spatiale internationale, on a connu très vite des problèmes de rupture de stock de nourriture, ou de café par exemple, et il est devenu évident que c'était quelque chose de très important pour l'équipage. On aimait bien se retrouver autour de la table. Je crois que je détiens le record en nombre de calories. Les premières semaines, je dépassais 5000 calories par jour. Quand on fait beaucoup d'exercices, on a besoin de plus de nourriture. Embarquer une bouteille d'eau coûte plus de 35 000 € en combustible. Pour un voyage de 3 ans vers Mars, il faudrait à chaque astronaute 2 tonnes de nourriture. Une note de 235 millions d'euros par personne. En fait, ils n'emmèneront pas toute leur nourriture avec eux. Ils auront un potager d'intérieur sophistiqué pour cultiver leurs propres plantes. Une fois sur Mars, on installera ce qu'on appelle un système de régénération biologique. On cultivera des légumes, des fruits et peut-être d'autres cultures de base. Les astronautes de l'ISS expérimentent le jardinage spatial depuis des années. Les plantes donnent de l'oxygène et consomment du dioxyde de carbone. C'est un merveilleux moyen de régénérer l'air. L'équipage martien aura donc un jardin, un module d'habitation confortable et un véhicule pour explorer la planète. Il y a 50 ans, tout ceci relevait de la science-fiction. Mais la réalité rattrape peu à peu le rêve. Les progrès technologiques ouvrent également la voie à de nouveaux modes de propulsion. Atteindre Mars en quelques semaines, au lieu de quelques mois, changerait radicalement la donne. On perdrait moins de masse osseuse et musculaire. Et surtout, on subirait moins de radiation. Plus personne ne s'embarque pour un voyage en mer de 3 ans. Nos bateaux sont plus rapides et on peut passer par les airs. Pour l'exploration spatiale, c'est la même chose. Il faut faire un saut quantique. Malgré tout, partir pour Mars sera une expédition longue et difficile. Mais on ne manque pas de volontaires. Ce sera une aventure incroyable, l'occasion d'apprendre une foule de choses. C'est un voyage très long, ma famille me manquera. Je serai grillé par les radiations, mais je n'hésiterai pas une seconde. Aller sur Mars, c'est ouvrir un nouveau monde de découverte. Je ne connais pas beaucoup de gens qui refuseraient une occasion pareille. En à peine 60 ans, nous avons parcouru un chemin extraordinaire. On ne comprenait rien aux fusées. À cette époque, un véhicule sur 2 n'atteignait pas son objectif. Mais nous avons persévéré jusqu'à atteindre la Lune. Depuis, chaque orbite autour de la Terre nous a permis de progresser. Nos vaisseaux spatiaux sont toujours plus perfectionnés. La portée de nos sondes, de nos rovers, de nos télescopes est toujours plus grande. Elle alimente notre soif d'explorer l'inconnu. Curiosity est équipée de caméras fantastiques. Elles font des zooms incroyables. Toutes ces images me donnent envie d'aller sur place. Les hommes explorent la Terre depuis quelques centaines de milliers d'années. Nous avons à peine entrouvert la porte de l'espace. Mais la vue est superbe. La lumière met 4 ans à atteindre l'étoile la plus proche. Les voyages dans l'espace n'en sont encore qu'à leur balbutiement. Et nous savons déjà que nous sommes au seuil de quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quand les 2 planètes sont au plus proches, dans un environnement capable de tuer un être humain en quelques secondes. Nous sommes capables de construire des machines pour aller sur d'autres planètes. Mais la plus fragile des machines, c'est le corps humain. L'espace est un vide infini. Pas de vie, pas d'atmosphère et des rayonnements mortels. Aller sur Mars sera l'aventure la plus dangereuse jamais tentée par l'homme. Lorsque le président Kennedy a lancé son défi, nous n'avions jamais été en orbite. Et 8 ans plus tard, nous avons marché sur la Lune. Le prix du progrès, c'est la prise de risque. Parcourir les 384 000 km qui nous séparent de la Lune était un exploit. À son apogée, Mars est 100 fois plus éloigné de nous. Pour qu'un homme l'atteigne, il faudra effectuer un prodigieux saut technologique.
l'équipage devra passer 3 ans en micro-apesanteur et en supporter les effets. Mal de l'espace, radiation, atrophie musculaire, fragilisation des os. Il affrontera ensuite une rentrée tourmentée dans l'atmosphère martienne. Avant de se poser sur un sol balayé par de violentes tempêtes. Sur place, ces hommes devront Un laboratoire de la NASA met actuellement au point le vêtement spatial du XXIe siècle. La priorité est de fabriquer des combinaisons aussi pratiques que possible, parce que nos astronautes devront effectuer des tâches complexes dans un environnement très difficile. Fin 2012, la NASA a dévoilé son nouveau costume spatial, le premier depuis 20 ans. Il a été pensé pour faciliter le travail des astronautes. Voici le prototype de la combinaison Z1. Elle permet une grande mobilité du bas du corps. Elle comprend plusieurs joints avec roulement à billes, ici au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse et enfin ici à la cheville. Les bottes sont très différentes des précédentes, elles ressemblent davantage à des chaussures de randonnée. Il y a un dispositif qui permet de les serrer ou les desserrer facilement. Et elles ont de bonnes semelles pour les terrains difficiles. Le nouveau casque offre un champ de vision élargi. Il est incliné et se compose d'une bulle hémisphérique, permet de mieux voir au sol. Ces bandes scratch correspondent à l'endroit où l'on pense placer les commandes de contrôle, mais on va faire en sorte que ce soit plat pour ne pas gêner la vision vers le bas. Une combinaison adaptée est indispensable. Mais avoir des roues, c'est encore mieux. Le rover était une idée géniale. Il a complètement révolutionné l'exploration lunaire. Le rover lunaire est un roadster biplace. Sa vitesse maximale est de 10... Nos premiers pas dans le cosmos ont été des sauts dans l'inconnu. Bien sûr, le chrono tourne. On est en route. Depuis, nous avons accompli d'immenses progrès. Mais l'espace reste l'environnement le plus hostile qui soit. Houston, on a un problème. Pourtant, l'exploration spatiale pourrait bien nous sauver. Il est absolument certain qu'un jour, notre planète deviendra inhabitable. Nous devrons alors trouver une autre Terre. L'humanité a le choix entre rester assise à ne rien faire et devenir la victime de la prochaine extinction de masse ou préserver son espèce ailleurs. Ce n'est pas de la science-fiction. La NASA travaille à notre départ pour les immensités spatiales. Mais il reste un obstacle majeur. Il faut compter avec la fragilité du corps humain lors des voyages interplanétaires. Notre ingéniosité peut-elle nous permettre de dépasser les limites de notre corps ? La NASA a entrepris de relever le défi. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it. Aller sur Mars n'est pas une... Quand ils ont atterri, la salle entière a explosé de joie. On a sorti les cigares, agité nos drapeaux. On était tous tellement heureux. L'épreuve d'Apollo 13 prouve une fois de plus que l'espace ne tolère aucune erreur. Apollo 13 a montré que la défaillance d'un minuscule fil pouvait conduire à la tragédie. Le travail d'équipe et les compétences du centre de contrôle ont sauvé la mission. Il faut des hommes au sol pour diriger les astronautes dans l'espace. L'équipage était bien entraîné. C'était des experts en pilotage, mais ils ne pouvaient pas résoudre le problème seuls. La chance d'Apollo, c'est que l'équipage était tout prêt. Vous dites « Bonjour Houston » et vous avez une réponse pratiquement dans la zone. Si vous êtes près de Mars et que vous avez un problème, vous êtes seul. 56 millions de kilomètres séparent Mars de la Terre lorsque les deux planètes sont du même côté du Soleil. Le vaisseau devra être robuste et l'équipage prêt à tout affronter. La mission durera plusieurs années. Il suffit d'une seconde pour qu'une catastrophe survienne. La Station spatiale internationale permet de préparer l'homme et la machine à cette odyssée. La Station internationale fait office de soufflerie en orbite basse pour tester des technologies qui nous permettront d'aller plus loin dans l'espace.
On travaille énormément sur les systèmes de support vie. Ce sont des machines qui peuvent filtrer le CO2. Pourtant, c'est exaltant, parce qu'on est dans l'espace, au-dessus de la Terre. En 50 ans, les arpenteurs de l'espace ont accompli des merveilles. Ils ont réparé le télescope Hubble et bâti la Station spatiale internationale, l'ISS. Mais ces missions ont été accomplies lors de plusieurs sorties extravéhiculaires de quelques heures chacune. Un voyage de 9 mois vers Mars est un vrai saut dans l'inconnu. Notre corps n'est pas fait pour vivre et encore moins travailler dans cet environnement incroyablement hostile. Comment savoir si nous pouvons résister à un tel voyage ? En 1973, la NASA a commencé à étudier l'impact de missions à long terme sur le corps humain. On n'était pas sûr qu'après un long séjour dans l'espace, un homme puisse survivre à son retour sur Terre. Pour le savoir, il faut d'abord donner plus de confort aux astronautes. La NASA recycle une fusée Saturn V pour construire Skylab, la première station spatiale américaine. L'étage supérieur de Saturn V était aménagé en un vaste logement, du moins selon les standards spatiaux. Le premier équipage, Skylab 2, décolle le 25 mai 1973. Les astronautes passent 28 jours dans l'espace, le double du précédent record américain. S'il lui faut 4 à 6 heures pour mettre la main dessus et prélever un échantillon, sa journée est perdue. En revanche, s'il peut sortir et rentrer en 15 minutes, il peut respecter son emploi du temps. Explorer creuse l'appétit. L'alimentation des astronautes est un champ de recherche relativement récent. Lorsque les missions étaient courtes, la nourriture était vraiment le cadet des soucis des astronautes. Ils voyaient ça comme un séjour de camping, où on mange ce qu'on trouve et peu importe ce que c'est. Par contre, à bord de la Station spatiale internationale, on a connu très vite des problèmes de rupture de stock de nourriture, ou de café par exemple. Et il est devenu évident que c'était quelque chose de très important pour l'équipage. On aimait bien se retrouver autour de la table. Je crois que je détiens le record en nombre de calories. Les premières semaines, je dépassais 5000 calories par jour. Quand on fait beaucoup d'exercices, on a besoin de plus de nourriture. Embarquer une bouteille d'eau coûte plus de 35 000 € en combustible. Pour un voyage de 3 ans vers Mars, il faudrait à chaque astronaute 2 tonnes de nourriture. Une note de 235 millions d'euros par personne. En fait, ils n'emmèneront pas toute leur nourriture avec eux. Ils auront un potager d'intérieur sophistiqué pour cultiver leurs propres plantes. Une fois sur Mars, on installera ce qu'on appelle un système de régénération biologique. Les rayons cosmiques et les particules émises lors des éruptions solaires forment un cocktail mortel. Une exposition intense, même brève, peut donner la fièvre des radiations comme on l'a vu au Japon avec la bombe atomique. À long terme, même un faible taux de radiation peut provoquer des cancers. Il faut trouver le moyen de se protéger du rayonnement. En orbite, ce rayonnement est beaucoup moins dangereux. Le champ magnétique terrestre nous protège. Il est très épais et assez puissant pour dévier les rayons. Mais dès qu'on le quitte, on est exposé à ce flux continu et on est irradié. Lors d'un aller-retour sur Mars, les astronautes recevraient jusqu'à 6 fois plus de radiation qu'au cours de toute leur vie sur Terre. Il existe des solutions. Par exemple, faire coïncider la mission avec une période de faible activité solaire. Le rayonnement cosmique est constant. Il provient de toutes les étoiles de notre galaxie. En revanche, celui du Soleil varie. Si on planifie la mission au bon moment, on peut réduire le taux d'exposition de moitié. Les médicaments peuvent aussi réduire l'effet des rayonnements. Deuxième possibilité, les contre-mesures biologiques. Elles améliorent la capacité du corps à réparer les dégâts génétiques. Le vaisseau pourrait aussi être enveloppé d'une couche protectrice d'eau ou d'hydrogène liquide. On sait faire ce genre de choses. Le problème, c'est le poids. Dans l'espace, on cherche à le réduire au maximum. Le défi est donc de trouver des solutions légères et durables. Une fois sur place, la fine atmosphère facilitait le travail des astronautes. Voici le prototype de la combinaison Z1. Elle permet une grande mobilité du bas du corps. Elle comprend plusieurs joints avec roulement à billes, ici au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse et enfin ici à la cheville.
Les bottes sont très différentes des précédentes, elles ressemblent davantage à des chaussures de randonnée. Il y a un dispositif qui permet de les serrer ou les desserrer facilement. Et elles ont de bonnes semelles pour les terrains difficiles. Le nouveau casque offre un champ de vision élargi. Il est incliné et se compose d'une bulle hémisphérique, permet de mieux voir au sol. Ces bandes scratch correspondent à l'endroit où l'on pense placer les commandes de contrôle, mais on va faire en sorte que ce soit plat pour ne pas gêner la vision vers le bas. Une combinaison adaptée est indispensable. Mais avoir des roues, c'est encore mieux. Le rover était une idée géniale. Il a complètement révolutionné l'exploration lunaire. Le rover lunaire est un roadster biplace. Sa vitesse maximale est de 18 km/h. C'est un précieux passager clandestin. L'ingéniosité qu'ils ont déployée pour plier cet engin et le stocker dans l'une des baies du module lunaire était impressionnante. C'était un véhicule formidable. Chacune des roues était équipée d'un moteur électrique. Les pneus étaient un peu bizarres. En fait, c'était un treillis. Mais grâce à son entraînement intensif en flottabilité neutre, il maîtrise ses déplacements dans cet étrange environnement. Je devais effectuer de petites tâches toutes simples. Attraper ceci, visser cela. Dans l'espace, les gestes doivent être lents et progressifs. Il faut faire de petits mouvements, exercer des pressions légères. J'avais beaucoup de choses à faire. Mais elles étaient si basiques que je n'ai pas eu de mal à terminer. Un nouvel obstacle vient d'être franchi. Depuis, tous les astronautes de la NASA s'entraînent dans la piscine du laboratoire de flottabilité neutre. On a suivi un très bon entraînement, la simulation d'une sortie qui va avoir lieu dans l'espace. On va transmettre ce qu'on a fait à l'équipage qui est en orbite, et dans une semaine ou deux, il sortira réparer la station spatiale. Mike Fink est l'une des 200 personnes à avoir flotté dans l'espace. On peut s'entraîner pour la mission, mais rien ne peut préparer à ce qu'on ressent en apesanteur. Le corps bouge tout seul, tous les fluides corporels montent à la tête, le visage enfle, et pourtant c'est exaltant parce qu'on est dans l'espace, au-dessus de la Terre. En 50 ans, les arpenteurs de l'espace ont accompli des merveilles. Ils ont réparé le télescope Hubble et bâti la Station spatiale internationale, l'ISS. Mais ces missions ont été accomplies lors de plusieurs sorties extravéhiculaires de quelques heures chacune. Un voyage de 9 mois vers Mars est un vrai saut dans l'inconnu. Aller sur Mars sera l'aventure la plus dangereuse jamais tentée par l'homme. Lorsque le président Kennedy a lancé son défi, nous n'avions jamais été en orbite. Et 8 ans plus tard, nous avons marché sur la Lune. Le prix du progrès, c'est la prise de risque. Parcourir les 384 000 km qui nous séparent de la Lune était un exploit. À son apogée, Mars est 100 fois plus éloigné de nous. Pour qu'un homme l'atteigne, il faudra effectuer un prodigieux saut technologique. L'équipage devra passer 3 ans en micro-apesanteur et en supporter les effets. Mal de l'espace, radiation, atrophie musculaire, fragilisation des os. Il affrontera ensuite une rentrée tourmentée dans l'atmosphère martienne. Avant de se poser sur un sol balayé par de violentes tempêtes. Sur place, ces hommes devront apprendre à vivre dans un monde où les repères terrestres n'ont plus cours. S'adapter à l'apesanteur est essentiel pour survivre dans l'espace. Il faut apprendre à bouger pour atteindre l'endroit voulu. Par exemple, si vous voulez faire un trou avec une perceuse, il faut que vos pieds soient bien arrimés, sinon c'est vous qui allez être complètement étiré, au lieu de juste tendre les jambes. C'était un vrai plaisir. D'abord parce que j'adorais faire de l'exercice, mais aussi parce que ça faisait refluer le sang du haut du corps vers le bas, ce qui éclaircissait la tête. En plus des exercices, l'emploi du temps des astronautes est minuté. Cette activité intense mine leur morale. Le problème atteint son paroxysme avec Skylab 4. Quand on embarque pour un séjour spatial de longue durée, en premier lieu, il faut un travail intéressant qui stimule vos facultés intellectuelles. Et en second lieu, on doit avoir un minimum de temps libre. Les journées de Skylab se déroulent à une cadence infernale, calquée sur un séjour de 24 heures.
Au programme, une foule d'expériences médicales et astronomiques et plusieurs sorties extravéhiculaires. On avait trop de choses à faire. Quand on ne peut pas prendre le temps de s'appliquer, on se trompe fatalement. On a fait des erreurs dès le début de la mission. Faites l'expérience. Fixez-vous une tâche à faire toutes les 5 minutes pendant une journée. C'est très difficile de suivre le rythme. On était sous pression, on devait travailler trop vite. Cette situation a engendré des problèmes psychologiques, comme la phobie de l'échec. L'équipage avait certainement une charge de travail très lourde. Depuis le centre de contrôle, il était difficile de se rendre compte de ce qu'ils ressentaient là-haut. Au bout d'un mois, les médias ont vent des problèmes rencontrés par... On va transmettre ce qu'on a fait à l'équipage qui est en orbite, et dans une semaine ou deux, il sortira réparer la station spatiale. Mike Fink est l'une des 200 personnes à avoir flotté dans l'espace. On peut s'entraîner pour la mission, mais rien ne peut préparer à ce qu'on ressent en apesanteur. Le corps bouge tout seul, tous les fluides corporels montent à la tête, le visage enfle, et pourtant c'est exaltant parce qu'on est dans l'espace, au-dessus de la Terre. En 50 ans, les arpenteurs de l'espace ont accompli des merveilles. Ils ont réparé le télescope Hubble et bâti la Station spatiale internationale, l'ISS. Mais ces missions ont été accomplies lors de plusieurs sorties extravéhiculaires de quelques heures chacune. Un voyage de 9 mois vers Mars est un vrai saut dans l'inconnu. Notre corps n'est pas fait pour vivre et encore moins travailler dans cet environnement incroyablement hostile. Comment savoir si nous pouvons résister à un tel voyage ? En 1973, la NASA a commencé à étudier l'impact de missions à long terme sur le corps humain. On n'était pas sûr qu'après un long séjour dans l'espace, un homme puisse survivre à son retour sur Terre. Pour le savoir, il faut d'abord donner plus de confort aux astronautes. La NASA recycle une fusée Saturn V pour construire Skylab, la première station spatiale américaine. Le contact radio est coupé pendant 3 minutes. Mon Capcom répétait « Odyssey Houston en stand-by ». Pas de réponse. On a appelé encore et encore. L'attente dure désormais depuis 4 minutes. On commençait à perdre espoir. Tous les contrôleurs fixaient les horloges et se demandaient ce qui avait pu leur arriver. C'était un tel soulagement que tous les contrôleurs se sont mis à pleurer. C'était très embarrassant. On a touché la surface et j'ai vu l'eau éclabousser le hublot. On n'a pas coulé dans l'océan. Là, j'ai su qu'on était sauvés. Quand ils ont atterri, la salle entière a explosé de joie. On a sorti les cigares, agité nos drapeaux. On était tous tellement heureux. L'épreuve d'Apollo 13 prouve une fois de plus que l'espace ne tolère aucune erreur. Apollo 13 a montré que la défaillance d'un minuscule fil pouvait conduire à la tragédie. Le travail d'équipe et les compétences du centre de contrôle ont sauvé la mission. Il faut des hommes au sol pour diriger les astronautes dans l'espace. L'équipage était bien entraîné. C'était des experts en pilotage, mais ils ne pouvaient pas résoudre dehors. Pour tromper notre faim, on avait juste une petite barre sucrée fixée dans le masque qu'on pouvait grignoter. Quand on rentrait dans le module, on enlevait nos combinaisons, on mangeait, on suspendait nos hamacs et on se couchait. Les astronautes des missions J explorent un terrain accidenté. Leur combinaison spatiale doit être robuste. Mais il faut aussi qu'elle soit assez souple pour qu'ils puissent se mouvoir et recueillir des échantillons. Voici la combinaison du commandant David Scott lors de la mission Apollo 15. Elle est très sale, mais c'est de la belle saleté. C'est de la poussière de lune. Cette combinaison était faite pour permettre aux astronautes de s'agenouiller sur le sol et de se déplacer assez facilement et en souplesse. Les combinaisons pèsent plus de 70 kg, mais l'attraction lunaire est 6 fois moins forte que la gravité terrestre. Les astronautes ont donc l'impression de porter une quinzaine de kilos. Quand on visionne les films des astronautes d'Apollo sur la Lune, on les voit faire des petits sauts. En fait, ils étaient obligés d'avancer par petits pas pour empêcher cette lourde masse d'aller trop vite. Il ne fallait pas perdre le contrôle de la combinaison. On pouvait facilement perdre l'équilibre sur la Lune, parce que le sac à dos qui contenait le système de survie pesait plus lourd que moi.
Mais j'ai trouvé ces combinaisons très confortables. Si la Lune est un gros caillou dans l'espace, Mars a une atmosphère et des saisons. Sur Mars, il y a régulièrement des tempêtes de poussière et la planète connaît des